l'air conditionné du terminal des arrivées de l'aéroport de Marseille-Provence contrastait brutalement avec la chaleur sèche et ensoleillée qui baignait le tarmac extérieur. Pour le sergent-chef Léo, cet air frais n'était pas seulement une commodité climatique, c'était le souffle du retour, le parfum de la maison. Il marchait d'un pas assuré, rythmé par le claquement net de ses chaussures cirées sur le carrelage brillant du hall. Son uniforme de l'armée de terre était impeccable, chaque pli semblait avoir été tracé au rasoir, ses décorations scintillaient discrètement sous les néons industriels, et l'écusson de son régiment, basé à la garnison de Toulon, témoignait de ses années de service et de dévouement. Léo venait tout juste d'atterrir. Après des mois de mission éprouvante à l'étranger, loin des siens, loin des couleurs et des odeurs de la France, il n'avait qu'une seule idée en tête, rejoindre le quai de la gare de Vitrolles pour attraper le prochain TER. Sa destination finale était un petit village pittoresque du Luberon, là où le temps semblait s'arrêter, et surtout, là où sa mère l'attendait dans leur maison de campagne. Il pouvait presque déjà sentir l'arôme riche et réconfortant du bœuf bourguignon qu'elle lui avait promis de préparer pour son retour. Ce plat, mijoté pendant des heures, était leur tradition, une promesse de normalité après le chaos des zones de conflit. Il ajusta la sangle de son sac de toile kaki sur son épaule, vérifiant une dernière fois l'heure sur son téléphone. Il avait une marge confortable pour le train. Un sourire léger étira ses lèvres. Il était un soldat, un protecteur, mais à cet instant précis, il était surtout un fils impatient. Cependant, à peine eut-il franchi les portes automatiques menant vers la zone publique que l'atmosphère changea imperceptiblement. Ce n'était rien de tangible au début, juste une lourdeur dans l'air, une fréquence basse que seuls ceux habitués à scanner leur environnement pour détecter les menaces pouvaient percevoir. Très vite, il sentit les regards. Ce n'étaient pas les regards curieux ou respectueux que l'on porte parfois aux hommes en uniforme. Non, ceux-ci étaient chargés, pesants. Près d'un bistrot où l'odeur du café fort se mêlait à celle des croissants chauds, une femme blanche serra son sac à main contre sa poitrine en le voyant approcher, ses yeux s'écarquillant légèrement comme si elle venait de voir un prédateur. Plus loin, un groupe d'agents de sécurité de l'aéroport chuchotait en le désignant du menton. 2 agents de la police aux frontières, PAF, postés près d'un pilier, ne le quittaient pas des yeux. Leur regard était froid, calculateur, dénué de toute fraternité d'armes. Léo soupira intérieurement, une fatigue ancienne et profonde s'installant dans ses os, plus lourde que celle du décalage horaire. Il connaissait cette chanson par cœur. Il savait que pour certains, peu importe les médailles, peu importe le drapeau cousu sur l'épaule, un homme noir marchant avec assurance restait une anomalie, voire une menace. Il tenta d'ignorer cette tension électrique qui montait, se concentrant sur l'image mentale de la maison en pierre dans le Luberon. Soudain, une voix sèche et autoritaire fusa à travers le brouhaha des voyageurs, « Et toi? Arrête-toi tout de suite !» Léo se figea. Ses muscles se tendirent par réflexe, conditionnés par des années d'entraînement. Il prit une lente inspiration pour calmer son rythme cardiaque, puis se retourna avec une lenteur délibérée. 2 policiers marchaient vers lui d'un pas agressif, fendant la foule des voyageurs. Le premier, l'officier Stéphane, était un homme corpulent, le visage rougeaud barré d'une grosse moustache qui ne parvenait pas à dissimuler une expression de mépris constant. Sa main reposait déjà lourdement sur son étui de service, une menace implicite. À ses côtés, Nicolas, grand, sec, aux yeux bleus perçants et froids comme de la glace, fixait Léo comme s'il venait de le prendre en flagrant délit de meurtre. Léo s'assura immédiatement que ses mains restaient bien visibles, écartées du corps. Il savait, pour l'avoir appris à ses dépens et par l'histoire de tant d'autres avant lui, qu'un mouvement brusque, même innocent, pouvait être interprété comme une agression fatale. « Il y a un problème, officier ?» demanda Léo d'une voix calme, posée, mais ferme. C'était la voix d'un sous-officier habitué à commander, mais aussi celle d'un homme qui connaît ses droits. Stéphane ricana, un son désagréable qui fit vibrer sa moustache. « Oui, il y en a un, 2 problèmes. On a reçu un signalement concernant un uniforme militaire volé. Et regarde-toi. En train de te pavaner avec ça comme si c'était à toi. » Léo cligna des yeux, stupéfait par l'absurdité et la crudité de l'accusation. « Pardon ? Fais pas l'idiot, cracha Nicolas, s'avançant jusqu'à envahir l'espace personnel de Léo. D'où tu sors cet uniforme? Tu l'as trouvé dans une surplus ou tu l'as piqué dans un vestiaire? Léo redressa les épaules, gagnant quelques centimètres de stature, son visage se fermant. Je l'ai mérité. Je suis sergent-chef dans l'armée de terre. Stéphane grogna,
incrédule. Tu veux nous faire croire ça? Ouvre ton sac. Tout de suite. Autour d'eux, le flux des voyageurs commençait à ralentir. Une petite foule se formait, attirée par le conflit comme des papillons par une lampe. Des murmures s'élevaient. Une jeune femme sortit son téléphone portable, l'objectif braqué sur la scène, prête à documenter ce qui s'annonçait comme un abus de pouvoir. Léo jeta un coup d'œil circulaire, conscient d'être devenu un spectacle. « Vous n'avez pas de raison valable pour fouiller mes affaires », déclara Léo, maintenant le contact visuel avec Stéphane. « À moins d'avoir une cause probable ou un mandat, je n'ai rien à vous montrer. Je suis un citoyen français et un militaire en transit. » Nicolas s'approcha encore, la mâchoire crispée, la veine de son temple battant visiblement. « Écoute-moi bien, gamin. Tu fais ce qu'on te dit ou on va te forcer à le faire. » Le mot « gamin » frappa Léo comme une gifle. Il avait commandé des hommes sous le feu, il avait vu des choses que ces deux policiers de l'aéroport ne pouvaient même pas imaginer dans leur pire cauchemar. Être réduit à un enfant, être infantilisé par racisme pur, fit bouillir son sang. Il serra les poings le long de ses cuisses, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, mais son visage resta de marbre. « Je ne suis pas un gamin », articula-t-il lentement, détachant chaque syllabe. « Je suis sergent-chef Rivers. Vous n'avez aucun droit de me harceler de la sorte. » Stéphane arbora un sourire moqueur, presque sadique. « C'est marrant, parce qu'on cherche justement un type noir qui se fait passer pour un militaire. Et toi, tu corresponds parfaitement au signalement. » Le monde sembla s'arrêter une seconde pour Léo. « Vous pensez que j'ai volé mon propre uniforme? C'est ça votre logique? » Sans attendre de réponse, Nicolas attrapa brutalement le bras de Léo. « Pas besoin de penser. Je sais. » Main dans le dos. La foule poussa un cri étouffé. Parmi les spectateurs, un petit garçon noir, tenant fermement la main de sa mère, regardait la scène avec des yeux écarquillés de terreur. Léo croisa le regard de l'enfant. Il vit la peur, la confusion. Il sut à cet instant qu'il ne pouvait pas réagir par la violence. Il ne pouvait pas confirmer les préjugés de ces hommes. Il devait rester digne, pour lui, pour l'uniforme, et pour cet enfant qui le regardait. « Je ne me laisserai pas traiter comme un criminel », dit Léo alors qu'on lui tordait le bras. « J'ai risqué ma vie pour ce pays. Je mérite le respect. » Stéphane, profitant de l'immobilisation, arracha le sac de l'épaule de Léo et le renversa violemment sur le sol carrelé de l'aéroport, salle et marqué par des milliers de pas. Des documents militaires confidentiels, son uniforme de cérémonie soigneusement plié dans une housse, et ses effets personnels une brosse à dents, un livre, un cadeau pour sa mère se répandirent par terre, exposés à la vue de tous. « Tu vois ?» triompha Stéphane en donnant un coup de pied dans la pile de vêtements. « Rien qui prouve que c'est à lui. Juste du matériel volé. » Nicolas eut un sourire narquois, resserrant sa prise sur le poignet de Léo. « On a trouvé notre menteur. » La mâchoire de Léo se contracta si fort qu'il crut qu'une dent allait se briser. « Appelez mon supérieur à la base de Toulon. Il réglera ça en quelques secondes. Vérifiez mon matricule. » Stéphane le plaqua contre le mur froid, le visage de Léo écrasé contre le béton brut. Pas de traitement de faveur aujourd'hui. Il attrapa sa radio, sa voix grésillant dans l'appareil. « On a une situation porte 4, niveau arrivé. Suspect en train de résister à l'arrestation. Besoin de renfort. » Mensonge. Le cri avait traversé le hall comme un coup de tonnerre. Les deux policiers se retournèrent, surpris. Un vieil homme, s'appuyant sur une canne, s'avança. Il portait une casquette de vétéran de l'armée, usée par le temps mais portée avec fierté. C'était Jean. Il tremblait, non de peur, mais d'indignation. « J'ai tout vu », tonna Jean, sa voix chevrotante mais puissante. Cet homme n'a rien fait. Il ne résiste pas du tout. Vous êtes en train de l'agresser. La foule, galvanisée par le courage du vieil homme, commença à murmurer plus fort. De plus en plus de téléphones se levèrent, formant une muraille d'objectifs numériques. La vérité, cette fois, ne pouvait plus être étouffée dans l'ombre. Une femme cria depuis l'arrière, « C'est du profilage racial. Honte à vous. » Mais les policiers, enfermés dans leur bulle d'impunité, n'en avaient rien à faire. Stéphane sortit ses menottes métalliques.
Nicolas tordit le bras de Léo encore plus haut derrière son dos, cherchant à provoquer une réaction de douleur. Léo serra les dents, la sueur perlant sur son front. Sa patience, forgée dans les sables des opérations extérieures, arrivait à bout. « Est-ce que vous avez la moindre idée de qui je suis ?» dit-il d'une voix dure comme l'acier trempé. « Vous commettez une erreur grave. » Stéphane leva les yeux au ciel, blasé. « Ouais, t'es un imposteur, c'est tout ce que je vois. » Soudain, une autre voix résonna, amplifiée par l'acoustique du terminal, une voix qui commandait l'obéissance absolue. « Lâchez ce soldat !» Un silence de mort s'abattit instantanément sur la scène. Un homme noir, grand et imposant, vêtu d'un uniforme de capitaine de police aux galons argentés, s'avança vers eux. Son insigne brillait sous les néons, reflétant l'autorité. Sur sa plaque, on pouvait lire « Capitaine Christophe ». Sa démarche était lourde de conséquences. Stéphane et Nicolas se raidirent aussitôt, comme des écoliers pris en faute. « Capitaine » balbutia Stéphane, sa main glissant nerveusement loin de son étui. Les yeux sombres de Christophe brûlaient d'une colère froide et maîtrisée. Il s'arrêta à 1,2 m, dominant la situation de toute sa hauteur. « J'ai dit, lâchez ce soldat. » Immédiatement. Les policiers hésitèrent une fraction de seconde, échangeant un regard paniqué, puis finirent par lâcher Léo. Ce dernier se redressa lentement, massant ses bras endoloris par leur emprise brutale. Il épousseta son uniforme avec dignité, bien que la poussière du sol ait souillé le tissu parfait. Christophe se tourna vers lui, son expression s'adoucissant imperceptiblement. « Vous allez bien, sergent ?» Léo hoche la tête, reprenant son souffle. « Oui, monsieur. Mais ces deux hommes m'ont agressé physiquement, m'ont faussement accusé d'un crime et ont manqué de respect à mon service et à l'armée française. » La mâchoire de Christophe se crispa. Il se retourna lentement vers Stéphane et Nicolas. Son regard était un jugement sans appel. « Vous deux. Dans mon bureau. Maintenant. » « Mais monsieur. » tenta Stéphane, la voix étranglée. « Tout de suite. » tonna Christophe. Stéphane déglutit difficilement, son visage passant du rouge au blême. Nicolas baissa la tête, fixant ses chaussures. Il savait qu'ils étaient fichus. Christophe se tourna de nouveau vers Léo. « Je vous le promets, sergent, ces hommes répondront de leurs actes. Veuillez me suivre, nous allons éclaircir cela officiellement. » La foule éclata en applaudissements spontanés. Certains acclamèrent le capitaine, d'autres sifflèrent les deux officiers qui traînaient les pieds vers leur châtiment. Le vieux Jean, le vétéran, sourit fièrement en faisant un petit salut militaire à Léo. Léo expira lentement, sentant l'adrénaline redescendre. La justice n'avait pas encore triomphé totalement, mais le karma approchait, et il arrivait à grands pas. Quelques minutes plus tard, à l'intérieur du bureau de sécurité de l'aéroport, l'atmosphère était lourde, presque suffocante. Les officiers Stéphane et Nicolas étaient assis raides sur des chaises métalliques inconfortables, le visage pâle. Face à eux, le capitaine Christophe, les bras croisés, gardait une expression impénétrable, appuyé contre son bureau. Léo se tenait debout, droit, près de la fenêtre donnant sur les pistes. Son uniforme, malgré l'agression, restait le symbole de sa rectitude. Il n'était pas là pour des excuses vides. Il était là pour que la loi s'applique. La porte s'ouvrit brusquement. Un homme blanc, aux cheveux gris, trapu et vêtu d'un costume bleu marine impeccable, entra. Sur son badge pendu au cou, on lisait « Directeur Pierre ». C'était le chef de la sécurité de toute la zone aéroportuaire, un homme respecté et craint. Il jeta un œil à Léo, puis un regard noir aux deux agents. « Racontez-moi ce qu'il s'est passé », dit-il d'une voix basse et glaciale, fermant la porte derrière lui. Avant que Stéphane ne puisse inventer une histoire, Christophe prit la parole, sa voix claire et précise. Ces deux agents ont faussement accusé un soldat en service actif de vol, l'ont agressé publiquement devant des civils et ont tenté de procéder à une arrestation musclée sans aucune preuve ni cause probable. Le regard de Pierre se durcit, ses sourcils se fronçant. Il se tourna vers les deux hommes. « Est-ce vrai ?» Stéphane avala sa salive, cherchant ses mots. « Monsieur, nous ne faisions que notre travail. On nous avait signalé un uniforme militaire volé. Et cet homme. Il correspondait à la description. » « Vraiment ?» répondit Pierre d'un ton terriblement calme,
un calme qui annonçait la tempête. Parce que j'ai pris la liberté de visionner les images de surveillance de l'aéroport en venant ici depuis le PC sécurité. Et d'après ce que j'ai vu, la seule chose dont le sergent-chef Léo est coupable, c'est d'avoir traversé cet aéroport en étant noir. Les visages de Stéphane et Nicolas se vidèrent de toute couleur restante. Ils semblaient rétrécir sur leurs chaises. Pierre poursuivit, impitoyable, non seulement vous avez humilié un soldat décoré de la République, mais en plus, j'ai entendu votre appel radio. Vous avez menti dans votre rapport en affirmant qu'il résistait, alors que les vidéos montrent clairement qu'il était calme et coopératif. C'est une fausse déclaration officielle. C'est grave. Nicolas se redressa d'un coup, piqué au vif. Nous ne voulions pas. Asseyez-vous. La voix de Pierre claqua comme un fouet. Nicolas s'assit, tremblant. Christophe croisa les bras, renchérissant, vous n'avez même pas vérifié sa carte militaire avant de le malmener. Vous avez présumé qu'il mentait simplement à cause de sa couleur de peau. C'est indigne de l'uniforme que vous portez. Pierre poussa un long soupir de déception et se tourna vers Léo, son expression changeant du tout au tout pour devenir respectueuse. Sergent-chef, permettez-moi de vous présenter mes excuses les plus sincères au nom de ce département et de l'administration aéroportuaire. Tu as été traité injustement, et je te le promets, cela ne restera pas impuni. Léo croisa son regard, sans ciller. Des excuses ne réparent pas ce qui s'est passé, monsieur. Ces hommes m'ont sali, ils ont effrayé des enfants, ils ont déshonoré leurs fonctions. Ils doivent faire face à de vraies conséquences. Pierre acquiesça gravement, les mâchoires serrées. Oh, ils en feront face. Croyez-moi. Il se tourna vers les officiers, son doigt pointé vers eux comme une arme. À compter de maintenant, vous êtes tous les deux suspendus de vos fonctions, sans solde, en attendant le résultat d'une enquête interne de l'IGPN. Stéphane bondit presque de sa chaise. Monsieur, vous ne pouvez pas être sérieux. Sans solde? J'ai un crédit sur le dos. La voix de Pierre trancha l'air comme une lame de guillotine. Tu crois que je plaisante? Il jeta un dossier épais sur le bureau, qui atterrit avec un bruit sourd. Vous avez tous les deux de multiples plaintes à votre actif. Profilage racial, usage excessif de la force, comportement inapproprié avec les voyageurs. Ce dossier est une honte. Et maintenant, vous avez osé harceler un héros qui rentre de mission. Vous avez de la chance qu'on ne vous poursuive pas immédiatement au pénal, bien que cela puisse encore arriver. Les poings de Nicolas se serrèrent de rage impuissante. C'est injuste. On fait juste notre boulot. Christophe s'avança d'un pas, son ombre recouvrant Nicolas. Tu veux parler d'injustice? Injuste, c'est être accusé de voler son propre uniforme qu'on a gagné à la sueur de son front. Injuste, c'est se faire plaquer contre un mur devant une foule, traité comme un criminel alors qu'on n'a rien fait. Ses yeux s'assombrirent, devenant depuis de sévérité. Tu ne sais rien de l'injustice, Nicolas. Mais tu vas bientôt apprendre ce que c'est que de chercher du travail avec un dossier disciplinaire chargé. Un silence pesant s'abattit dans la pièce, seulement troublé par le bourdonnement de la climatisation. Stéphane s'effondra dans son siège, la tête dans les mains, réalisant l'ampleur du désastre. Nicolas, lui, tremblait, le visage crispé par une colère qu'il ne pouvait plus exprimer. Pierre désigna la porte d'un geste ferme et définitif. Dégagez de ma vue. Tous les deux. Rendez vos badges et vos armes à l'accueil. Maintenant. Sans un mot de plus, Stéphane et Nicolas se levèrent, leur mouvement lourd et maladroit. Ils traînèrent les pieds vers la sortie, dépouillés de leur arrogance. Mais juste avant qu'ils ne passent la porte, la voix de Léo s'éleva. Et officier. Ils se retournèrent, l'amertume et la honte dans le regard. Léo avança d'un pas lent, sa posture royale, sa voix calme mais ferme, résonnant avec une autorité naturelle. La prochaine fois que vous voyez un homme noir en uniforme, ou n'importe quel homme d'ailleurs, montrez un peu de foutu respect. Nous nous battons aussi pour ce pays. Nous saignons du même sang rouge que vous. La porte se referma violemment derrière eux, scellant leur sort. Christophe laissa échapper un souffle long et profond, comme s'il retenait sa respiration depuis trop longtemps. Pierre se frotta les tempes, visiblement épuisé par la bêtise de ses subordonnés. Léo, dit Pierre en regardant le soldat avec une humanité retrouvée.
Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit pour ton retour à Toulon ou pour gérer les suites de cet incident, n'hésite pas à me contacter directement. Léo hocha la tête, ramassant son sac qu'il avait remis en ordre. Je vous remercie, monsieur. Mais ce dont j'ai vraiment besoin, ce n'est pas d'aide personnelle. C'est que ce genre de choses cesse d'arriver à des gens qui me ressemblent. Que je n'ai pas besoin d'être un sergent-chef pour être traité comme un être humain. Christophe posa une main ferme et fraternelle sur l'épaule de Léo. On a encore beaucoup de chemin à faire, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on a fait un pas dans la bonne direction. On a nettoyé un peu la boue. Léo inspira profondément l'air du bureau, puis relâcha la tension. Il savait bien que ce n'était pas la fin du racisme, de la discrimination ou de l'injustice en France ou ailleurs. Mais aujourd'hui, au moins, le camp du juste avait gagné une bataille. Il prit son sac de sport, salua les deux hommes, et quitta le bureau. En marchant vers la gare des TER, le poids sur sa poitrine semblait pour une fois un peu plus léger. Le soleil de Provence inondait le hall de départ à travers les grandes baies vitrées. Il pensa à sa mère, à la maison en pierre dans le Luberon, et au bœuf bourguignon qui mijotait. Le karma était arrivé à l'heure, et son train, lui, ne serait pas en retard. Ils avaient tenté de lui enlever sa dignité. Ils avaient voulu tordre son histoire comme tant d'autres avant lui. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était la vérité, la justice, et cette foule anonyme qui refusait de détourner les yeux. Aujourd'hui, un soldat a tenu bon, et pour une fois, le système a tenu bon avec lui.